Depuis le début des années 2000 au moins, s'est mis en place un double niveau d'influence de la part de la Chine. Comment le régime chinois a-t-il pu étendre son pouvoir économique et politique en France et en Europe? Par de grands accords commerciaux ou par des accords dans des secteurs sensibles tels que l'aéronautique et le nucléaire? Loin des projecteurs, la réalité est tout autre. André Gattolin, sénateur et coprésident pour la France de l'Alliance interparlementaire sur la Chine, déchiffre pour nous la stratégie d'influence du Parti communiste chinois dont le seul objectif est de nous asservir. Pouvez-vous s'il vous plaît vous présenter? Oui, alors je suis André Gattolin, je suis sénateur des Hauts-de-Seine depuis 2011. Je suis membre de La République En Marche et je suis vice-président à présent de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense et vice-président de la Commission des Affaires européennes du Sénat. Je suis également co-président pour la France de l'association l'Alliance interparlementaire sur la Chine qui regroupe 23 parlements de différents pays occidentaux démocratiques et qui se préoccupe de coordonner nos législations face à l'offensive antidémocratique de la Chine. Par rapport à la mission et les actions de IPAC, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu? Oui, alors cette alliance interparlementaire sur la Chine regroupe des parlementaires, donc de nombreux parlements dans le monde. Notre idée, c'est de travailler de manière bipartisane, c'est-à-dire d'avoir pas des membres exclusivement d'une formation politique, mais de couvrir le plus large spectre politique pour des questions de neutralité de nos choix. Et notre idée est en tant que législateur, devant la défaillance de nos gouvernements ou de nos États en termes de réponse coordonnée face au pouvoir de Pékin, c'est précisément nous de nous coordonner sur un travail législatif ou d'abrogation de textes qui nous semblent trop favorables à la Chine pour peser sur nos gouvernements et peser de manière coordonnée. Là, nous avons engagé dans plusieurs pays une abrogation, une suspension des traités d'extradition qui existaient entre nos pays et Hong Kong. Concrètement, en France, un traité de ce type a été adopté avant l'élection présidentielle de 2017. Il devait être soumis dans les mois qui viennent à ratification, donc à adoption définitive par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Et aujourd'hui, la ratification de ce traité est suspendue sine die. Et puis par ailleurs, nous essayons, comme c'est le cas en France, où il y a un traité d'extradition également entre la France et la Chine, qui a été adopté et ratifié en 2015, d'essayer de faire suspendre ce traité. Donc actuellement, il y a une évaluation sur la réciprocité, et on se rend compte que la France a extradé des personnes réclamées par la Chine, mais que toutes les demandes françaises qui ont été faites en Chine n'ont pas eu de suite. Et par ailleurs, que certaines personnes, plusieurs visiblement, ont été enlevées ou ont disparu du territoire français et visiblement enlevées par des services secrets ou connexes de la Chine, notamment en février 2017. Donc pour nous, c'est un non-respect de notre souveraineté et donc nous allons demander prochainement à ce que ce traité soit d'extradition pour officiellement la criminalité entre la France et la Chine soit suspendu, voire aboli. C'est extrêmement important parce que toute une politique s'était mise en place, notamment en France, de forte coopération historique, notamment sous l'impulsion de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, mais également de certains parlementaires qui ont siégé ici au Sénat. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces politiques de coopération n'ont fait que faciliter, l'emprise et l'influence du pouvoir chinois sur les autorités publiques françaises, et qu'en retour, la France n'a rien obtenu en termes de concession de la part de la Chine sur les libertés publiques, bien au contraire. Est-ce que vous avez observé un changement d'attitude du gouvernement chinois ces dernières années? Aujourd'hui, nous sommes par rapport à l'évolution et la montée à la fois du
du pouvoir totalitaire en Chine, mais également sa volonté, et c'est assez nouveau depuis 5-6 ans, non plus de restriction à l'intérieur du territoire chinois, mais une volonté offensive, que ce soit en mer de Chine méridionale, mais que ce soit aussi à travers les outils des nouvelles technologies, Huawei, TikTok, une volonté de plus en plus agressive d'influence. Ce qui était quelque part de l'influence soft est devenu une influence dure avec des pressions. Aujourd'hui, nous avons des ambassadeurs, notamment l'actuel ambassadeur de Chine à Paris, qui devient extrêmement agressif, qui insulte, voire menace certains parlementaires. Et là, on a un changement de situation qui appelle de notre part à une réaction. D'après vous, comment le régime chinois a pu développer une telle influence? Depuis le début des années 2000 au moins, s'est mis en place un double niveau d'influence de la part de la Chine. Auprès de grands responsables nationaux, anciens premiers ministres ou actuels premiers ministres, M. Édouard Philippe, je me suis rendu compte récemment qu'avec d'autres ministres, était membre de la French China Foundation. Je ne vais pas dire que c'est un organe chinois, mais c'est quand même quelque chose de coopération très étroite entre des gens, des responsables politiques de niveau national avec la Chine. Il y a toujours eu ici au Sénat, notamment quand M. Jean-Pierre Raffarin était président de la Commission des Affaires étrangères, ce qu'il n'est plus, heureusement, des liens très très forts. Le groupe France-Chine était très influent, énormément de parlementaires de toutes tendances confondues étaient régulièrement invités sur fond de fondations soutenues par la Chine à visiter, comme je dis, les appartements témoins de la Chine, là où le développement économique est le plus important. J'ai souvenir de collègues, pas particulièrement pro-chinois, qui étaient allés dans un voyage de ce type il y a 2 ou 3 ans, où on les avait emmenés dans une ville où on était dans la Smart City, le développement technologique. Leur discours unanime, c'était de dire la Chine a 15 ans d'avance sur nous, nous n'avons d'autre choix que de coopérer et de collaborer avec eux. Ce travail était fait au niveau des ministres, des représentants gouvernementaux, sans doute aussi peut-être, mais c'est plus difficile à voir, de hauts fonctionnaires, mais aussi fortement auprès de parlementaires, notamment dans cette chambre, le Sénat. La Fondation France-Chine est un organe de promotion de la Chine, au sein duquel interviennent beaucoup d'hommes d'affaires, de hauts fonctionnaires et de politiciens français. On y croise le président Emmanuel Macron, l'ancien ministre de la Culture Franck Riester, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine. Du côté chinois, sont régulièrement invités le vice-président Wang Qishan, l'ancien ministre des Affaires étrangères Li Zhaoxing, l'ancien vice-président Li Yuanchao. Et puis, il y a un travail beaucoup plus discret qui s'est fait auprès des hommes politiques locaux, régionaux. Tous les gens qui disposent d'un pouvoir exécutif, les maires de grandes ou de moyennes villes, les présidents de conseils départementaux, voire certains présidents de régions. Je suis en train de retracer la plupart des déplacements officiels qui ont été faits, qui souvent, de la part d'une grande ville, se traduit par la mise en place d'un jumelage entre une ville française et une ville chinoise. Personne ne sait, mais la ville de Bordeaux, sous l'impulsion d'Alain Juppé et de son premier adjoint, M. Valade, ancien sénateur qui a siégé ici, est jumelée avec Wuhan depuis maintenant de très nombreuses années, ce qui a provoqué des échanges sur le plan de la recherche, des échanges économiques. Et la force du pouvoir chinois, c'est d'avoir fait un maillage territorial. Les gouvernements changent, les premiers ministres changent, les ministres changent encore plus souvent. Par contre, ces liens, par exemple, qui avaient été dressés par M. Gérard Collomb, maire de Lyon et de la communauté urbaine de Lyon, ont permis aussi l'installation
d'un maillage très étroit en France d'Institut Confucius. Personne ne va regarder la manière dont on enseigne et avec quel manuel le chinois dans les instituts Confucius. C'est édifiant. Et très souvent, on dit « Ah, mais on a la chance, nos étudiants, dans une grande faculté de mon département, l'Institut Confucius donne des cours de chinois gratuits. » Voire même, on commence au Canada, pour les tout petits enfants, dès 5 ans, s'ils veulent apprendre le chinois. C'est vraiment une stratégie d'influence au long cours. On leur dit, mais le Tibet a toujours été chinois, mais Hong Kong est chinois, Taïwan est chinois, et bientôt, la mer de Chine méridionale est totalement chinoise. C'est-à-dire qu'on a inscrit, dès la plus jeune enfance, aux gens une culture qui est une histoire révisée, ou en tous les cas idéologique, et dont il est très difficile de se départir. Et ce travail, aujourd'hui, il est fait à l'extérieur. Bien sûr, pour tenir aussi les communautés chinoises qui vivent à l'étranger, mais surtout pour influencer. L'Institut Confucius, et je pense, là aussi, c'est une erreur de nos gouvernants français et européens, c'est que la langue est un véhicule important d'influence, c'est une chose, mais par ailleurs, comme le chinois devient une langue commerciale importante, le fait que la Chine fournisse nuitamment des cours gratuits et influencés devrait être contrecarré, soit par l'interdiction et la vérification sérieuse des contenus qui sont propagés, soit aussi par des formes d'enseignement gratuit du chinois, mais par les autorités françaises. Quel message vous voulez passer aux présidents d'universités qui accueillent les instituts Confucius? Alors, moi j'ai un message à faire passer aux présidents d'universités que je connais bien puisque je suis moi-même universitaire et j'ai été pendant très longtemps commissaire aux affaires culturelles et l'enseignement supérieur dans cette maison. Je leur dis qu'il n'est plus possible qu'ils continuent à accepter, à héberger des instituts Confucius au sein de leurs universités. Il faut qu'ils prennent conscience de ce qui est en jeu, qui n'est pas simplement un apprentissage gratuit de la langue, ce n'est pas simplement une approche biculturelle, de partage de savoir et de connaissances. On est dans une stratégie d'influence de plus en plus agressive et je souhaite que l'ensemble des universités françaises se retirent de ce type de coopération. Le régime chinois infiltre les gouvernements locaux, crée un réseau de relations étroites pour intensifier son influence culturelle et économique afin de conquérir l'Europe. Les instituts Confucius et la 5G de Huawei en sont des exemples typiques. Et aujourd'hui que le gouvernement français a pris des mesures très restrictives concernant la présence de Huawei dans la 5G, eh bien, les pouvoirs publics chinois utilisent les réseaux des collectivités locales ou territoriales, certaines villes, pour dire « oui, mais vous avez une liberté, vous, de choisir aussi certains opérateurs pour essayer de faire rentrer par la fenêtre Huawei qu'on a, en gros, pas sorti par la porte, mais empêché d'entrer par la porte. » C'est ces niveaux-là d'influence très structurés et au long cours qui sont importants. Mais on le voit aussi dans les investissements dans les grandes villes. Aujourd'hui, le nombre de bars tabac jeux qui sont rachetés par des ressortissants chinois qui vivent en France, quand vous discutez avec eux, ils sont, pendant les 10 premières années de leur gérance, obligés de rentrer un mois et demi en Chine chaque année. Et certains d'entre eux m'ont dit qu'ils faisaient l'objet d'un débriefing important d'1 semaine ou de 2 semaines chaque année. Et on leur demande de signaler notamment la plus des opportunités foncières, de magasins qui se vendraient, des personnes d'influence qui vivent dans le quartier. Nous sommes quand même dans un quadrillage, il faut bien le dire, systématique. Ce ne sont pas quelques agents secrets cachés dans une ambassade ou dans un consulat. C'est aussi la mise sous tutelle d'une partie importante de la communauté chinoise immigrée économiquement en France, en leur disant en retour,
en retour, vous nous devez des informations sur l'organisation du quartier, le développement économique, les opportunités. Et ça, je trouve que les pouvoirs publics français ont été totalement aveugles, inconscients de ce qui est en train de se passer. Cette idée vraiment d'entrer, d'influencer à tous les niveaux, au niveau de l'économie très locale et des populations, au niveau des élus locaux qui prennent des décisions économiques importantes pour leur ville ou leur département, et naturellement au niveau des gouvernants ou des grands responsables nationaux, c'est une stratégie qui est très visible quand vous regardez notamment l'évolution des jumelages qui ont été faits entre des villes françaises et des villes chinoises, avec un point de concentration essentiel pour les investissements français qui ont été décidés dès la fin des années 90, début des années 2000, qu'est le Hubei et qu'est Wuhan. C'est pour ça que dans la région de Hubei, il y a à peu près 80 entreprises françaises qui travaillent là. Il y a un consulat général français. Ce n'est pas la ville la plus importante de Chine, mais on a une représentation diplomatique parce que le pouvoir chinois a décidé que les sociétés françaises qui voulaient investir devaient se concentrer là. Pensez-vous que les autres pays d'Europe font aussi l'objet du même ciblage? Là, très récemment, il y a 3-4 semaines, j'étais en mission pour la Commission des Affaires européennes du Sénat, en délégation en Hongrie. J'ai été étonné de voir la présence chinoise au centre de la ville, la Bank of China, un énorme bâtiment, et ils ont proposé à la Hongrie, qui est membre de l'Union européenne, de financer une voie ferroviaire rapide entre Budapest et Zagreb, alors que c'est typiquement le genre de construction qui est éligible aux fonds structurels européens. Parce que le travail d'influence qui est fait au niveau des États comme la France et que je vous ai décrit, il est opéré dans la plupart des pays de l'Union européenne, notamment vers les pays ex-Europe centrale, ex-communistes, parce qu'ils ont des besoins de développement, donc la Chine leur propose des stratégies, ils sont opérés vers les pays du sud de l'Europe, la Grèce, l'Italie, le Portugal, où on rachète les ports, un peu comme dans un jeu de Go, où on place des points et des relations, avec un projet de route de la soie. Je pense que les routes de la soie n'existent pas formellement, à part un ou deux projets. Mais c'est surtout l'occasion de prendre des positions stratégiques en Europe. Que pensez-vous cet énorme scandale des prélèvements d'organes forcés sur les pratiquants de Falun Gong, les Ouïghours? Tout ce qui se passe autour du transfert d'organes forcés, notamment à l'encontre de Falun Gong, mais aussi d'autres minorités comme les Ouïghours, c'est considéré que quelqu'un qui est condamné à mort ou qui est emprisonné, il peut payer sa dette de son vivant en lui prélevant un organe. On trouve ça tout à fait naturel. Pour nous, on appellerait ça en France de l'eugénisme, on appellerait ça de la médecine nazie. C'est ce que les Allemands ont fait sous le Troisième Reich. Eh bien, on n'est pas étonné qu'il y a maintenant aujourd'hui 50 000 condamnés à mort par an en Chine, et comme par hasard, quand on a besoin de transfert d'organes en urgence, on puisse les acheter. Enfin, les travaux faits par les docteurs contre le prélèvement forcé d'organes, notamment, montrent très bien qu'on peut, dans la pénurie aujourd'hui qu'il y a d'organes vitaux en Occident, on peut, avec de l'argent, demander, payer pour être opéré en Chine, mais on peut même dire, je veux des gens, vous savez, ils ne boivent pas, ils ne fument pas, ils font du spa. On dit, ah oui, sans citer le nom, et vous obtenez l'organe d'un Falun Gong en transplantation. Il existe aujourd'hui une industrie de la transplantation d'organes. Et le pire pour la France, c'est que ce sont les médecins français qui ont formé, il y a 20 à 30 ans, les médecins chinois, au nom de la coopération médicale, qui ont formé ces médecins à la transplantation d'organes, où la France avait une certaine avance avec les États-Unis en la matière.
Même problème d'ailleurs pour la coopération médicale qui est supposée répondre aux règles d'éthique du serment d'Hippocrate. Il faut venir en aide aux personnes qui souffrent, il faut sauver des vies, il faut sauver des corps. Eh bien, la réalité, la France a installé les laboratoires de virologie à Wuhan, le fameux P4, qui n'est d'ailleurs pas un P4. Tout le monde dit que c'est un P4. La Chine a refusé jusqu'à présent l'homologation et les visites d'homologation, y compris de l'OMS. Alors c'est vrai qu'au nom de la science, du bien-être médical, nous avons transféré des technologies aujourd'hui dont l'usage n'est plus éthique, mais dont l'usage est proprement inhumain. Et ça, c'est un vrai problème. Et je vous parlais des transferts d'organes, mais les transferts d'organes forcés sont une réalité à laquelle notre pays, nos chercheurs, volontairement ou involontairement collaboré. Idem aussi pour les centres de virologie et tout un tas d'autres domaines dans le domaine médical. Et c'est ça que j'essaye, avec d'autres, de renseigner, de documenter et de dénoncer pour dire ce n'est pas admissible. Peut-être que certains de nos responsables ont joué contre l'intérêt de notre pays. Est-ce que les Français s'inquiètent de cette infiltration du régime chinois? Mon métier était d'être analyste politique et m'occuper de sondages politiques. J'ai souvent commandité ces dernières années des sondages sur la Chine et la situation des droits de l'homme. Et en gros, l'inquiétude, la préoccupation des Français face aux dirigeants chinois est très grande. C'est plus de 80-85% qui ont une attitude très inquiète et négative. Moi, j'ai une très grande admiration pour la Chine et la civilisation chinoise. Je ne suis pas anti-chinois. Je suis contre un régime qui, à mon avis, n'est même plus un régime communiste. Il est post-communiste. Il est le totalitaire 2.0, on dirait. Les États-Unis ont durci leur position vis-à-vis de la Chine. Moi qui connais bien le Congrès, qui connais bien les sénateurs et les représentants et républicains et démocrates, je sais qu'il y a une évolution de fond très importante à l'égard de la Chine, de l'ensemble de la représentation politique américaine. Que Donald Trump n'est que l'expression partielle, momentanée de cela. Et que derrière, il y a une vraie consistance. C'est pour ça que moi, je travaille beaucoup aussi avec les parlementaires du Congrès américain, quelle que soit leur couleur politique, parce que c'est eux qui nous donnent aussi une crédibilité à certaines orientations justes prises par les États-Unis à l'égard de la Chine. Le problème en France, dès que Donald Trump dit quelque chose, on dit il est fou, il dit n'importe quoi. Il y a un a priori anti-Trump qui joue parfois, quand je prends une position qui est analogue à celle, ou proche de celle de l'administration américaine, on dit tu es trumpiste. Et donc tu es méchant. Je dis non, il y a juste un moment, il faut poser des règles fortes, il faut aussi avoir des mesures de rétorsion, d'avoir des instruments juridiques qui permettent cette rétorsion à l'égard de la Chine. Ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde, la gauche et la droite, les démocrates ou les républicains, évoluent dans une vision partagée de la menace aujourd'hui que représente le pouvoir central communiste chinois. C'est la seule chose qui m'intéresse.